Je vous souhaite le bonjour et après Lévi, dont ceux qui étaient là vendredi ont déjà entendu parler, je voudrais m'intéresser aujourd'hui à un second genre caractéristique de Plutarque qui est le dialogue philosophique hérité de Platon. Il s'agit d'une forme particulière qui ne se confond pas avec le traité dogmatique philosophique et où la pensée se construit à travers l'échange, à travers la confrontation des opinions. Et c'est un aspect qui existe naturellement déjà chez Platon, mais qui a été encore renforcé par l'académie sceptique. L'adjectif, comme je vous le rappelle, sceptique, devant s'entendre non du doute, qui peut en être une conséquence, mais avant tout de l'examen et le skepsis. Il s'agit donc, dans le dialogue philosophique, d'une recherche en commun de la vérité. Et la forme plutarchienne, a-t-on pu dire, est une forme polyphonique, plus encore qu'aporétique. Comme Platon, et c'est là aussi un des traits du dialogue, le Plutarque utilise non seulement des concepts, mais aussi des images, il crée des mythes et plus largement, il intègre dans son texte des realia, c'est-à-dire qu'il tire parti des lieux, des personnes et même éventuellement s'appuie sur une histoire. Je pense en particulier à l'histoire d'amour d'Isménodore et de Bacon qui constitue le point de départ de la réflexion de l'érotikos. Alors l'élément que j'ai choisi aujourd'hui pour montrer l'élaboration complexe du dialogue et l'intégration de ces éléments non conceptuels, c'est Delphes. Delphes, qui dans sa réalité a joué, comme vous savez, un rôle très important dans la vie de Plutarque. Je vous rappelle qu'à partir des années 90 et jusqu'à la fin de sa vie, il sera prêtre de Delphes et il a joué aussi un grand rôle dans sa pensée. Parmi les 7 dialogues platoniciens que nous avons conservés, existe un groupe connu sous le nom de dialogue pitique, groupe de 3 dialogues, le de, je vous les donne dans l'ordre des éditions, le de epsilon, le de pitié et le de defectu. Ces dialogues se passent à Delphes. Il y a un 4e dialogue qui se passe à Delphes, le de Séra, sur les délais de la justice divine, qui n'est pas dans les dialogues pitiques, mais aussi bien le groupe des dialogues pitiques que l'absence dans ce groupe du Décéra ne doit absolument rien à Plutarque, puisqu'il est important de rappeler que ce groupe des dialogues pitiques dont on parle toujours est une invention d'Estienne dans son édition de 1572. Selon la pratique de lecture qui prévaut à la Renaissance, où l'on aime faire des regroupements de microcorpus, et cette lecture picorante trouve son apogée, alors non pas dans une édition, mais dans les essais de Montaigne, Estienne a regroupé les textes. Mais aucun manuscrit ne les transmet ensemble, et même si l'on veut reconstituer autant que faire se peut, un itinéraire intellectuel de Plutarque, il semblerait plutôt que l'ordre de composition ait été des defectu, des epsilon, des pitié. Pour les détails au moins de l'évolution de sa pensée, je vous renvoie, et c'est une occasion pour moi de le rendre un peu présent ici, à la biographie intellectuelle qu'a donnée de Plutarque mon patron, Jean Cyrinelli, aux éditions Fayard. Alors, si on a des dialogues pitiques, Plutarque ne nous parle pas de dialogue pitique, mais il est quand même question de logoi putikoi. Et cela se trouve dans la dédicace du de epsilon. C'est bien pourquoi, indépendamment donc de toute chronologie, Estienne a choisi de les mettre en tête du groupe qu'il constituait. En préambule à un examen du rôle de Delphes, nous regarderons donc dans quelques minutes cette dédicace. Avant de regarder de plus près ce que peut être ce rôle de Delphes, comment Delphes est à la fois un élément et même quasiment un personnage du dialogue, singulièrement dans le dialogue du Dépitié, qui a pour cadre
pour affabulation une périégèse à l'intérieur de Delphes. Ce faisant, ce qui peut peut-être paraître étonnant, mon étude cette manière d'approcher Delphes est relativement neuve, puisque la plupart des études de Delphes dans les dialogues sont, c'est dans les bibliographies que j'ai envoyées à l'avance, majoritairement historiques ou archéologiques et utilisent les dialogues comme des documents. Je signale en particulier, vous avez toute une liste, je signale en particulier, parce que c'est un peu différent, le dernier article de la bibliographie de Paolo Desideri, Plutarco et la Storia, parce que ce qu'il y propose, là, n'est pas l'utilisation comme document historique, mais une lecture oblique, et il espère retrouver dans les dialogues philosophiques un moyen de préciser les vues historiographiques et la pensée historique de Plutarque. Alors je vous le signale simplement, je soumets à votre réflexion le problème méthodologique que pose une telle négligence des genres littéraires. Peut-on trouver des vues historiographiques dans un dialogue philosophique? Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt le problème philosophique que soulève ainsi Paolo Desideri. Il veut voir une vision historique, historiographique, mais dans nos dialogues philosophiques, quand Plutarque parle du temps des hommes, peut-on assimiler cette réflexion à ce qu'est la condition humaine à une réflexion sur le temps de l'histoire et sur l'histoire? C'est ce que nous verrons plus nettement, je pense, en conclusion. Peut-on les confondre? Il s'agit donc de lire, pour le moment, l'utilisation de Delphes dans le cadre de la réflexion philosophique. Alors ça, c'est la rubrique dans la bibliographie de la pensée. Par exemple, je signale quelqu'un comme Dominique Jaillard, qui n'est pas ni philosophe, qui ne travaille ni en philosophe, ni spécialiste de littérature, mais qui s'occupe d'histoire des religions et d'anthropologie, a très bien montré, et cela va m'amener directement à mon sujet, que loin de s'opposer en quête philosophique et pratique rituelle, le prêtre et le philosophe en Plutarque s'unissaient dans ce qu'il appelle, et c'est cette expression heureuse que je vous signale, une dynamique spéculative. Et c'est effectivement ce que je vais essayer de montrer, comment l'auteur s'appuie sur les données du monde sensible pour développer sa pensée. Ceci aussi reste à faire, me semble-t-il. Alors, l'utilisation précise de la périégèse delphique a déjà été étudiée remarquablement pour nos dialogues pithiques par Daniel Babu. Mais s'il s'attache à montrer le cheminement de la pensée, s'il regarde en quelque sorte le cadre conceptuel qui se dessine à travers la périégèse, il n'est pas particulièrement intéressé par l'utilisation du sensible. Comme historien de la pensée, comme philologue, il s'intéresse à l'unité et à la cohérence des dialogues. Et il retrace effectivement tout un itinéraire intellectuel concerté qui va préparer, au terme de la périégèse, au long exposé de réflexion de Théon. Alors cette valeur est indéniable, néanmoins, il finit par dire, alors je vous ai donné dans le détail, dans l'exemplier, je ne le détaillerai pas, chaque étape et les commentaires de Daniel Babu, il finit par suggérer que la périégèse serait en quelque sorte un prétexte pour l'exposé. Il me semble qu'il y a effectivement itinéraire concerté, mais que la réalité de Delphes qui est liée à cette périégèse est aussi très importante et qu'on a plus qu'un simple cadre en accord avec le thème. C'est ce qu'a suggéré l'éditeur dans la collection Budé, Robert Fasselière, à qui le renouveau des études de Plutarque en France doit beaucoup. Il avait remarqué que dans le De Defectu, on se trouve dans la lesquai des Cnidiens, c'est-à-dire dans un lieu profane qui s'accorde bien à une réflexion qui est quand même avant tout une réflexion sur le fonctionnement des oracles ici-bas, tandis que dans le De Epsilon, comme dans le De Pitié, qui sont plus métaphysiques, les personnages sont installés sur les gradins du temple.
Ceci, me semble-t-il, ne suffit pas et il faut essayer de cerner de plus près quel est le rôle de Delphes dans les dialogues. Et pour ceci, je vous suggère de regarder d'abord la dédicace du dé epsilon avant d'examiner, alors vous l'avez aussi, je pense, dans l'exemplier, comme vous voulez, avant de regarder de plus près le dé Pitié. Et dans le dé Pitié, non seulement la périégèse, mais aussi la deuxième partie. Alors, ce que nous avons d'abord donc, dans le dé epsilon, c'est une dédicace à son ami athénien, philosophe stoïcien et poète, Sarapion. Alors, je ne vous ai donné que le premier chapitre, mais je vous indique rapidement la construction, puisque Plutarque, qui est intéressante, puisque Plutarque écrit à Sarapion pour évoquer une discussion que, à la demande de ses fils, il a eu récemment, avec aussi des amis de ses fils, en tant que professeur de philosophie, sur le sens que pouvait avoir le dé epsilon, l'ex voto, qui se trouve à Delphes. C'est un sujet qu'on lui avait souvent proposé et qu'il avait toujours éludé, mais là, la demande était tellement pressante qu'il ne l'a pas éludé. Ils se sont donc installés, comme je vous le disais, sur les gradins du temple, et à ce moment-là, ça c'est la fin du chapitre 2 que je ne vous ai pas donné, le lieu comme le sujet, le topos comme les logoi, lui ont rappelé une discussion antérieure qui était dirigée, celle-ci, par son maître Ammonios et où lui-même était parmi les élèves d'Ammonios. Vous voyez donc que ce que nous avons, qui est intéressant dans cette dédicace, c'est une stratification des temps. Le temps où il écrit à Sarapion, le temps où il a parlé avec ses fils, et le temps lorsqu'il était jeune, où il était dirigé par Ammonios. Cette stratification a été naturellement remarquée, et Jean Cyrinelli souligne du coup le caractère intemporel que prennent ainsi les propos. C'est tout à fait vrai. Sous un autre angle, je soulignerai aussi la continuité, vous voyez, de la recherche inspirée par Delphes qui se prolonge de génération en génération. On a donc ainsi un premier chapitre où c'est Plutarque, rédacteur, qui parle, auteur actuel, et le chapitre 2 cédera la parole à Ammonios, et donc dans la discussion d'autrefois. Alors c'est dans cette dédicace, donc, comme vous voyez, que l'on trouve l'envoi en prémisse à son ami Sarapion de quelques-uns. Alors on traduit traité pitique ou dialogue pitique dans toutes les langues que vous voulez, mais ce qu'il dit c'est logoi putikoi. Et logoi, ça peut parfaitement ne désigner qu'une conversation, l'échange des logoi. Ça ne préjuge absolument pas d'une forme littéraire. La conversation qu'il rapporte, ce sont des logoi. Bon, de la même manière, les prémices, c'est une manière un peu littéraire de parler qu'on trouve aussi dans la dédicace à Trajan des apophthegmes et qui ne préjuge absolument pas de l'envoi de plusieurs traités. Tout cela pour dire uniquement que ce que l'on peut en tirer d'une hypothétique série de dialogues ou même d'un titre qu'aurait donné Plutarque est totalement hasardeux. En revanche, ça peut être vrai, ça peut être faux, c'est probablement faux. Et de toute façon, s'il y a une série, ça n'est probablement pas les deux dialogues qui suivent. C'est peut-être un sur le Gnotis et Auton qu'on a dans le catalogue de Lamprias. Mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'il parle de logoi putikoi, qu'il emploie cet adjectif. Or, l'emploi est très rare chez lui, en dehors de ce que l'on attend, les concours pitiques ou les couronnes pitiques, donc gagnées au concours. Que veut-il dire en employant ici le terme putikos? Je vous propose pour cela de regarder ce qu'il dit ensuite, où il rappelle l'action du dieu de Python, notre cher Apollon, cette action qui se réalise, qui se marque aussi bien dans la vie pratique et les difficultés de la vie pratique, periton bion, que dans la vie spéculative, periton logon. Et lorsque Ammonios reprendra au début du second chapitre, il indiquera qu'en effet, Apollon n'est pas moins dieu philosophe que dieu devin. C'est en tant que devin qu'il résout les problèmes qui concernent le bios, c'est en tant que dieu philosophe
qu'il soumet des difficultés et l'expression est extrêmement importante, qu'il suscite et propose au naturel philosophe ces problèmes en lui inspirant un appétit de l'âme qui le pousse vers la vérité. Vous voyez, ce terme est extrêmement important. Ammonios le complétera en faisant l'exégèse des épiclèses d'Apollon pour montrer qu'il y a une sorte d'itinéraire philosophique, et l'un et l'autre, Plutarque comme Ammonios, se rejoindront pour trouver qu'un des problèmes particulièrement importants, c'est le problème du dé epsilon, et Ammonios parlera, justement avec le pluriel dont je vous parlais, d'un sujet qui est gonimon logon, qui est fécond, riche en discussion. Vous voyez donc que, me semble-t-il, de cette présentation, en dehors de tout élément finalement extérieur de chronologie de la composition, on voit que les logoi putikoi, on peut les définir comme des logoi, des conversations qui se tiennent à Pytho, mais qui sont aussi plus précisément provoquées par le Dieu et qui amènent à la pensée du Dieu. Dans l'un et l'autre cas, la discussion se nourrit, et la réflexion se nourrit des réalités delphiques. Ici, le dé epsilon, et on va avoir un exemple encore plus éclatant avec le dé pitié, ou le dialogue introducteur, qui est un dialogue narratif du type du banquet, mais la promenade vient juste de se produire, les strates de temps, c'est plutôt dans le dé epsilon qu'on les trouvait, ça va être le récit de la promenade d'un jeune, du fils tout jeune d'un ami de Plutarque, qu'on connaît bien par ailleurs, Diogénianos de Pergame, qui poursuit ses études, qui est un naturel curieux et philosophe, et la promenade se déroule, nous dit-on pour la présenter, dia ton anathematon, à travers tous les ex-voto qui se trouvent à Delphes. Ce jeune homme, c'est intéressant, donc c'est pour enchaîner les étapes, je vous ai mis le détail dans les exempliers en vous indiquant le texte grec et les commentaires qui en ont été faits par Daniel Babu. Là, pour l'exposé, je pense qu'il sera assez plus simple et plus facile d'avoir simplement le repère des différentes étapes. Ce que je vous ai indiqué aussi, c'est comment elles s'enchaînent, et c'est donc à la fois à travers le mouvement de la visite, mais aussi régulièrement à travers l'étonnement de Diogénianos, Thomazo, Thomas, et ces questions que la discussion va aller de sujet en sujet. Vous savez bien depuis le tête que le Thomazein, le Thomas, est par excellence le sentiment philosophique. Vous avez donc là ici un tout jeune homme qui provoque la discussion. Comme il est en train de faire une visite, pour le réalisme, mais pas seulement, il y a aussi des guides. Et si vous regardez le début de la périégèse, le récit commence quand les guides sont en train de réciter leur discours préfabriqué, ce qui leur est ordonné, et Plutarque n'emploie pas pour cela le terme logoi, mais il emploie reseis, comme des tirades, et effectivement dans les interventions des guides, on voit bien qu'ils ne sont capables que de produire un discours préfabriqué, et quand on leur posera une question sur le trésor des Corinthiens, ils ne sont pas capables de dire pourquoi on l'appelle le trésor des Corinthiens au lieu du trésor de Kypsélos, qui est celui des Corinthiens qui l'a offert. Et vous voyez que là, on a déjà, me semble-t-il, une utilisation du cadre delphique et de la réalité des guides qui oppose justement un logos toujours jaillissant et vivant, celui que provoque Diogénianos et les amis de son père avec lesquels il discute, et puis le discours figé des guides. Et cela induit déjà une vision un peu différente de Delphes. Delphes, une vie de musée sur laquelle on a toute une série de traditions que l'on rapporte né variétour, et puis Delphes provoquant au contraire le questionnement philosophique. Bon, le texte se partage donc en deux parties. Vous voyez, la périégèse que je vous ai donnée des chapitres 2 à 17, et puis à partir du chapitre 18, la réponse, l'exposé de Théon, qui sera en fait la reprise et la réponse
au sujet sur la médiocrité des oracles, qui a été introduite dès la deuxième étape et qui donne finalement le titre général de l'œuvre, qui, comme vous savez, n'est pas non plus de Plutarque comme d'habitude. Bon, Daniel Babu a bien montré, donc je vous en ai donné le détail dans les exempliers, comment des étapes 2 à 5 sont mises en place les points majeurs qui vont être traités par Théon, et donc le problème que pose l'intervention du Dieu dans le monde et le problème de la fiabilité des oracles. Ce qui est remarquable, a-t-il montré, c'est qu'on a ici une sorte de discussion générale qui s'instaure. C'est le seul dialogue où l'on a dans les interlocuteurs à la fois, et ce sont tous des amis de Plutarque, un épicurien, Boétos, un stoïcien, Sarapion, et deux platoniciens, Philinos, dont on sait par les propos de table qu'il est en particulier versé dans le pythagorisme, et Théon, qui semble bien ici avoir les opinions qui sont celles de Plutarque. Et donc on a une discussion, montre Daniel Babu, à travers plusieurs étapes, qui expose les oppositions entre la rationalisation anti-religieuse des épicuriens et le fidéisme stoïcien. Et il s'agit, à travers les personnages platoniciens, de trouver une voie médiane. Alors, on a effectivement bien des données philosophiques qui sont précisées, mais là, de nouveau, me semble-t-il, on peut aller un peu plus loin et voir, indépendamment de ces discussions de théorie scolaire, des écoles scolaires, j'entends par des écoles philosophiques, le rôle de Delphes. Alors, je pars de l'étape 3, parce que c'est justement une des étapes où on est en train de discuter les problèmes qui seront ceux repris par Théon, et où il s'agit effectivement de bien limiter les signes, de ne pas voir des signes absolument partout. N'importe quoi n'est pas un signe, mais il ne faut pas, pour autant, méconnaître l'intervention du Dieu. Et ici, le texte qui est dit par Philinos me semble extrêmement important, puisque là, l'activité oraculaire, le signe que donne le Dieu, est étroitement ancré dans l'espace de Delphes. Si vous regardez, je dirais que parmi les offrandes, ce sont celles d'ici, ta en totoi, pour faire joli en français, dont le mouvement et la capacité à signifier sont au plus haut point associés à la providence du Dieu. Et je vous signale donc les deux verbes en grec préverbés par sun. Bon, ça préfigure évidemment la théorie, l'organon théoria, l'explication de l'inspiration. La Pythie est un instrument, mais n'est pas un instrument inerte, et la culture, comme l'époque de la Pythie, joue un rôle dans l'expression de la Pythie. Ce n'est pas le Dieu qui parle directement, il parle par le truchement d'un humain, et le langage humain a de l'importance, mais la suite est encore plus importante pour moi. Aucune de leurs parties n'est vide ou dépourvue de sensibilité, mais toutes sont emplies de divinité. Et le mot là aussi est important, théiotès. Il y a quelque chose qui est une qualité divine. Théiotès, c'est l'abstrait, et c'est très important là aussi de bien remarquer que c'est théiotès et non pas théone, comme l'expression Héraclite, qui est démarquée. Les dieux ne peuvent pas être là. Ça, c'est ce qu'on verra que suggèrent les stoïciens à travers le symbolisme des grenouilles, mais c'est évidemment ce que n'admet pas Plutarque, qui ne croit pas à l'immanence de la divinité, mais soutient très fortement, et ici aussi et partout, la transcendance de la divinité. Delphes, vous voyez, à travers cela, apparaît comme un lieu particulier. Et du coup, si on remonte, on s'aperçoit que c'est dès la première étape. Et la première question qui n'était pas encore directement, qui ne concernait pas encore directement les oracles, le problème de la patine particulière du monument des Navarques, s'est dessiné quelque chose de particulier à Delphes. Cette patine particulière que prend le bronze, elle ne ressortit pas de la techné. Elle ne vient pas non plus, et vous voyez, c'est un principe épicurien qui apparaîtrait ici, de la tuquet. Mais elle tient étroitement à la fucis du lieu. Fucis rare, avec une ténuité et une densité associée de l'air
qui ne se trouve pas fréquemment, mais qui n'est pas non plus en dehors des possibilités physiques. Certains tissus, dit-il, en donne un exemple, mais qui montre bien que cet endroit est un endroit particulier. Et cet endroit particulier, c'est aussi un endroit où Dieu et homme peuvent se rencontrer, et j'en arrive là à la dernière étape que j'ai laissée en dehors, qui est peut-être, jusqu'à présent, qui est peut-être la plus difficile à expliquer. Si vous regardez, puisqu'elle change un peu de sujet, si vous regardez, d'ailleurs, ce n'est pas le même sentiment qui la provoque, ce n'est pas l'étonnement qui nous amenait à des sujets plus spéculatifs, mais c'est l'indignation de Diogénianos, indignation qui est un sentiment moral et qui effectivement nous amène à une partie plus morale. Alors cette indignation, elle est provoquée par les broches de Rhodopis qui ne sont plus là, mais dont les guides ont dit qu'elles avaient été là autrefois, et la statue de Phryné, c'est-à-dire par des offrandes qui sont, ça c'est dans le texte de l'exemplier, qui sont des offrandes de l'intempérance des Grecs. Ça n'est pas la seule chose, et des rois, ça n'est pas la seule chose qui soit à reprendre, renchérit Théon, puisque, je crois que c'est Théon, je ne sais plus, oui c'est Théon, puisque sont bien encore pires les trophées des guerres entre les Grecs. Donc vous voyez toute une série d'attitudes morales négatives. Et le guide, introduisant à ce moment-là la statue d'or de sa boulangère qu'a offerte Crésus, permet d'élargir encore en montrant que ça n'est pas l'or en soi qui est un problème, c'est ce que l'on en fait. Et lorsqu'il s'agit ici de récompenser la loyauté de la boulangère qui a refusé de l'assassiner en prenant à témoin le Dieu, comme vous dit le texte, alors c'est quelque chose de parfaitement bien. C'est une attitude bonne, et comme elle est tenue par Crésus, et qu'on a aussi un élargissement, ce ne sont pas seulement les Grecs, ce sont des exigences qui sont portées à l'ensemble de l'humanité, et on va continuer en jugeant différentes offrandes qui ont été faites à Apollon et qui impliquent une certaine conception du Dieu. Représenter le Dieu avec une lance, c'est le représenter d'une façon indigne. En revanche, quand on le représente et quand on finit par lui offrir des éléments qui le montrent comme celui qui fait don des récoltes, le Dieu ancestral, géniteur et ami de l'humanité, alors on a une représentation qui est une représentation digne du Dieu. Alors cela, Daniel Babu l'a évidemment bien remarqué, remarquant comment on avait là la dénonciation d'une méconnaissance profonde de la philanthropie du Dieu, mais dans l'optique qui est la sienne, il en voit immédiatement l'application pour la suite de l'exposé de Théon. Et il en conclut que c'est cela qui expliquerait pour une part, comme le montrera finalement Théon, l'obscurité que l'on reproche à tort au langage de la Pythie. Il me semble que là, on peut garder une vision beaucoup plus large, et vous voyez qu'à travers ce passage, ce que l'on a, c'est alors que les étapes 2 à 5, non 2 à 4, étaient centrées sur la manière dont signifie le Dieu. Si on regarde celle de 5, qui était le symbolisme des grenouilles, on passait déjà un peu du côté de ce que l'homme veut signifier à Dieu. Là, effectivement, on est du côté de l'homme. Et vous êtes bien dans ce qui fait que l'itinéraire lui-même associe, alterne, un point de vue qui est plus le point de vue du Dieu, un point de vue qui est plus le point de vue de l'homme, les deux éléments d'une relation, Delphes étant un des lieux privilégiés de cette relation. Et donc là, nous finissons sur un élément du point de vue de l'homme qui à la fois met en avant des vertus morales et aussi une mauvaise conception du Dieu. C'est-à-dire, si vous vous rappelez ce que nous venons de dire à l'instant, de voir à l'instant dans la dédicace à Sarapion, des éléments qui concernent à la fois le bios et le logos. Et c'est sur cette vision complète de la relation possible que Diogénianos va intervenir pour demander
que, enfin, on réfléchisse au problème de l'utilisation ou non de vers, c'est-à-dire d'une expression plus ou moins défectueuse de la pitié, et ce qui est indiqué immédiatement, et qui est très important, et qui s'enchaîne, voyez-vous, sur la conception du Dieu qu'on vient de nous donner, c'est que cette question, cet enjeu, est un enjeu qui va à l'encontre même de la croyance, de la pistis, qu'inspire l'oracle, et que c'est la réalité même d'une intervention du Dieu, d'une possibilité de communication avec le Dieu à Delphes, qui est ainsi mise en danger. Vous voyez donc bien qu'à nouveau, avant l'exposé, le lieu de Delphes est à nouveau mis en avant. Et ce lieu de Delphes, effectivement, alors qu'on a ensuite une explication philosophique, il va réapparaître, et réapparaître de façon très importante. Bon, donc, mettre ainsi en question l'oracle à travers l'expression, c'est-à-dire dire que peut-être le Dieu ne vient plus, c'est évidemment partir d'une position défensive qui appelle des explications sur la manière même dont le Dieu intervient et qui fait que la qualité de l'expression relevant de l'humain ne met pas en jeu le Dieu. Bon, tout ceci, le détail de cette Inspirationslehre et ce qu'il a appelé l'Organon-Theorie, elle vous est détaillée dans l'article de Holzhausen que je vous ai indiqué dans la bibliographie. Ce qui est très intéressant, c'est que Holzhausen, s'intéressant seulement à la théorie de l'inspiration, fait remarquer que les chapitres 19 à 23, et il y en a 30, suffiraient parfaitement à répondre à la question. Et donc, il émet l'hypothèse qu'à partir du chapitre 24, on s'égarerait quelque peu. Alors, s'égarer pendant 6 chapitres, c'est beaucoup, et là, pour le coup, mais, il nous invite à travers cet étonnement à faire ce que font les interlocuteurs dans le dialogue, c'est-à-dire à essayer de nous en demander la raison. Or, si vous regardez, c'est pourquoi aussi j'ai attiré votre attention dans la liste des ex-voto devant lesquels on s'arrêtait sur un point de vue plus divin, un point de vue plus humain, c'est exactement ce qui se passe au chapitre 24, où il nous invite à regarder le point de vue du Dieu. Si on se place sur le plan conceptuel, comme Daniel Babu, ce qu'on a ici, effectivement, c'est les deux causalités essentielles dans l'esprit de Plutarque, en bon platonicien, causalité matérielle, causalité finale. La cause matérielle, d'une certaine manière, c'est la manière dont le langage de la Pythie transmet les signes du Dieu. La cause finale, c'est ce que fait le Dieu. Le point de vue du Dieu, le point de vue de sa providence. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, il va expliquer que le changement voulu par le Dieu est évidemment une amélioration. Et il développe ensuite l'amélioration. Vous voyez qu'à la fois nous changeons de point de vue, mais aussi qualitativement, on passe de l'apologétique, d'une perspective défensive, à ce qui va progressivement s'amplifier et être l'exaltation et la célébration du Dieu. On passe donc aussi de la défense avant à la contre-attaque. Et celui qui attaque le Dieu, c'est le chapitre 26, prend la figure du sycophante. Et le mot, on l'a ici le participe, et cette idée, cette accusation par le pire des accusateurs et calomniateurs, on la retrouvera encore au chapitre 30, c'est-à-dire dans le chapitre final. Ce sycophante, il veut faire du Dieu un sophiste prétentieux qui voudrait briller par une rhétorique creuse qui, évidemment, n'est bonne que pour l'homme. Et on arrive avec une sorte de sommet de l'apologétique offensive, je puis dire, à l'idée que ceux-là même, nous, dit Théon, qui défendons le Dieu, eh bien, nous avons grand tort, puisque, voilà, ce serait l'ouvrage d'un sophiste, puisque ce que nous faisons, au lieu de repousser toute gloriole, ce que fait même une Pythie très simple, c'est le défendre par la crainte de voir ce lieu
perdre une gloire vieille de 1000 ans. Et vous voyez que là, nous avons un retour qui s'amorce, un ancrage dans la tradition delphique, dans le lieu de Delphes, dans cet espace-temps particulier de Delphes, qui va nous acheminer vers ce qui est, là vous voyez, on est au chapitre 28, donc on avance de plus en plus, qui va nous acheminer vers ce que j'appellerais, d'une certaine manière, si vous voulez, la preuve par Delphes. Cette preuve, nous prétendons défendre ainsi Delphes, mais Delphes n'en a pas besoin. Et, premier argument, le langage même de la Pythie, ce langage auquel on reproche d'être pauvre, d'être tout à fait indigne du dieu, est indûment mis en cause, puisque tout à la fois, ce langage n'a donné jusqu'à présent aucune occasion de la convaincre d'erreur. Donc vous voyez, sur un plan intellectuel, ou plus largement sur le plan de la vérité, l'histoire est un garant de la véracité de la Pythie. Mais ça n'est pas tout, et c'est lui qui a rempli d'offrandes et de présents barbares et grecs, ce que je vous signalais avec Crésus, le sanctuaire prophétique, et qu'il a embelli des constructions et des aménagements amphictyoniques. Vous voyez que ce qui s'amorce là, c'est une sorte aussi d'utilisation comme argument de preuve de la présence du Dieu à travers ces monuments que l'on a visités, que l'on a regardés. Et du coup, c'est la vision elle-même qui va devenir une preuve. Avec le oraté d'époux, vous voyez bien vous-même. Et là, ce n'est plus l'histoire, c'est directement la vision que Théon et tous ceux qui sont assis autour de lui sur les gradins ont d'une Delphes qui vient d'être reconstruite, d'une Delphes en pleine Renaissance. Alors naturellement, les historiens du coup s'interrogent pour essayer de dater, mais, et c'est tout à fait légitime, mais pour notre argumentation, bon, il suffit de savoir que très certainement cela correspond à une réalité, sinon le dialogue n'aurait aucune portée pour ceux pour lesquels Plutarque les écrit. De la même manière, tous les passages qui sont des passages elliptiques où nous manquent des détails, eh bien, il nous manque des détails parce que ces amis, évidemment, savaient bien de qui et de quoi il s'agissait. Et donc, je vous invite à regarder la manière dont il dépeint cette renaissance de Delphes. Vous voyez bien vous-même combien d'édifices nouveaux se dressent, combien qui s'étaient écroulés ont été relevés de leurs ruines. Et vous avez ensuite l'image, et tout comme à côté des arbres florissants, tois eutalessi ton dendron, d'autres se développent, et se développent, c'est parablastanei, germe pousse à côté, para. Ainsi, verdoie et grandit du même élan, et vous retrouviez une préverbération sun eba kai sun anabosketai, que Delphes l'a pilé. Grâce aux ressources venues d'ici, et là c'est juste une suggestion, on discute beaucoup sur l'évergétisme qui est derrière ce ici, sur la réticence qu'aurait Plutarque à indiquer les Romains sur ceux des Grecs qu'il voudrait mettre en avant. En effet, il va nous parler que des Grecs, mais peut-être aussi dans l'esprit général qui est celui du Dépitié. On a vu tout à l'heure, il nous disait des anathémata, ta en totoi. Là aussi, d'une certaine manière, en ne précisant pas, on reste ancré à Delphes et dans ses environs peut-être, mais il parlera ensuite, quand il va nommer des gens, de gens qui ont été épimélètes. Et donc, on est vraiment bien dans l'institution delphique. Grâce aux ressources, donc, elle prend forme et figure, elle se pare, monument sacré, salle de séance haut, comme elle ne l'avait point fait dans les 1000 années qui précèdent. Et donc là, on a une sorte de gloire. Non seulement la gloire n'est pas éteinte, Delphes ne la perd pas, mais il y a même quelque chose qui fait qu'elle est plus grande encore. Et il va développer... Bon, il y a une sorte de floraison nouvelle de Delphes. Or, bon, vous voyez que la métaphore végétale est ici très évidente. Or, si l'on remonte à la manière dont a été présenté
au départ, le dialogue, dans le dialogue introducteur. Il est, me semble-t-il, très remarquable, et on voit que c'est davantage qu'une figure de style, que Philinos s'apprêtant à raconter la périégèse, leur logoi, et expliquant à son interlocuteur pourquoi ils arrivent si tard, explique, donc son interlocuteur c'est Basiloclès, qui est juste le narrateur, nous cheminions lentement, en semant et en moissonnant aussitôt dans l'ardeur de la polémique des propos, des logoi, gros de controverses, qui, tels les Spartes, germaient et poussaient sous nos pas. Vous voyez que d'entrée, quand on a commencé le dialogue, Delphes est comme le lieu qui fait fleurir le logos. Et c'est aussi, quand on arrive, un lieu qui matériellement, désormais, refleurit et manifeste la présence du Dieu. Cette manifestation de la présence du Dieu, c'est ce qu'on va trouver dans la suite. Voilà. Pour expliquer cette reviviscence extraordinaire, Plutarque Théon, pardon, puisque c'est Théon qui parle, nous utilise une comparaison qui parle à ses compatriotes béotiens, qui est celle de Galaction et des flots de lait qui ont jailli à Galaction. Et alors l'introduction est intéressante. Ceux qui habitent près de Galaction en Béotie reconnurent la présence du Dieu. Tout ten epiphanéan a une abondance extraordinaire de lait. Et avec la gradation, mais à nous, ce sont donc des signes plus magnifiques, plus forts et plus clairs que ceux-là qu'il prodigue. Et on retrouve un peu la métaphore végétale, en ayant fait naître de la sorte de sécheresse à Ocmé que constituait la solitude et la pauvreté antérieure, en faisant naître donc abondance, splendeur, lamprotès, et gloire. Là, c'est Timène, la gloire qui va aussi appeler l'honneur. Et c'est à ce moment-là qu'intervient un des passages les plus commentés par les historiens, et pour lequel je vais vous proposer quelque chose dont je ne pense pas que ce soit réellement une pirouette, comme je l'ai fait un peu pour les logoi putikoi. Il va indiquer à ce moment-là, dans cette grande célébration, les humains qui ont mené, participé, conduit cette renaissance. Et donc on a une grande discussion parce qu'il est question à un moment d'un hégémone et que toutes les suggestions possibles pour cet hégémone humain, de l'empereur au consul d'Achaïe jusqu'à Plutarque, ont été suggérées. Alors là encore, la réponse à la question est sans doute fort intéressante pour les historiens, mais la focalisation sur ce point-là méconnaît le point important pour Plutarque. Car si je passe, donc vous voyez les 5 premières lignes ne parlent que d'humain, et ce qui est important c'est ce qui est dit après, mais il n'est pas possible qu'un changement d'une telle ampleur et d'une telle importance se soit produit en si peu de temps par des soins humains, sans que le Dieu y assiste en personne. Meteu parentos en tota. Vous voyez comme on a dit ta en totoi, tais enteten euporiais, et ici finalement c'est le Dieu qui est ici, et sans qu'il apporte sa caution divine à l'oracle. Et là nous avons un dernier verbe préverbé en sun qui marque cette relation, cette association entre le Dieu et la réalité humaine, et un verbe relativement rare, epiteiazo, sun, epiteianzontos. Vous voyez bien que ce qui est intéressant ici, dans ce passage, c'est bien la présence du Dieu. Il y a Delphes est en quelque sorte l'ici du Dieu. Le lieu où le Dieu d'ici se manifeste, où le Dieu d'ici vient susciter et aussi appuyer nos raisonnements humains, autant qu'il est possible pour un humain d'attendre la pensée du divin. Et puisque je suis allée un petit peu plus vite que ce que je pensais, cette preuve par Delphes, là on a la plus belle preuve par Delphes qui soit faite, mais c'est un élément
qui est un élément récurrent dans les dialogues de Plutarque. De la même manière, dans le De Defectu, là c'est son maître, Ammonios, qui explique qu'il ne veut pas renoncer à l'intervention du dieu dans les oracles pour un hypothétique pneuma, ce qu'a dit Lamprias, avant que Lamprias explique que c'est le fonctionnement matériel et que cela, de la même manière qu'ici la voie de la Pythie permet le fonctionnement matériel et que cela n'engage pas la participation du Dieu, mais il explique que jamais il ne pourra renoncer et le livrer au hasard ou au pneuma quand il voit tous les bienfaits dont le Dieu a été responsable pour les Grecs. Et ce qui me semble aussi intéressant, c'est de voir que dans le De Defectu, il vous dit, il se limite aux Grecs. Et ici, dans ce qui est sans doute la célébration la plus large, c'est à la fois grec et barbare. C'est l'humanité entière. Et cette preuve apportée par Delphes, vous la trouveriez aussi dans l'autre dialogue qui n'est pas pythique, mais qui se passe à Delphes, et qui est celui du Décéra. Dans les délais de la justice divine, toutes les discussions fait remarquer Olympikos à un moment à Plutarque, impliquent l'immortalité de l'âme. Et Plutarque explique justement que sans recourir à d'autres choses, on peut s'appuyer sur le Dieu d'ici, et notre Dieu, et là nous avons à nouveau l'ancrage, tant qu'il nous demandera tout ce qu'il nous demande pour honorer les morts, nous devons croire à l'immortalité de l'âme, car sinon le Dieu ne ferait ainsi que nous tromper si les âmes n'étaient plus rien. Et vous voyez comment, là aussi, à travers ces exemples, le Dieu intervient fortement dans la réflexion. Alors, on atteint ici un sommet parce que, vous voyez, à travers les mouvements de l'homme à Dieu et finalement à travers la présence du Dieu qui devient d'une certaine manière sensible à travers la renaissance de Delphes, vous avez véritablement l'apparition de Delphes comme un espace-temps tout à fait particulier, quelque chose qui est un lieu de rencontre. Alors Félix Graff, dans un des articles que je vous ai cités, le signalait comme le lieu, ce qui est vrai, de la rencontre du visible et de l'invisible. Mais si l'on veut poursuivre cette espèce d'ancrage dans la vie humaine qui est si importante, la dimension existentielle de la philosophie que l'on retrouve dans tous les dialogues de Plutarque, vous voyez que bien au-delà d'un lieu de rencontre du visible et de l'invisible, d'un lieu historique ou d'un lieu où les Grecs imprimeraient fortement leur identité culturelle contre les Romains, c'est quelque chose qu'on trouve aussi, beaucoup plus largement, ce qu'on a ici, pensé par un philosophe, c'est la rencontre entre l'homme et Dieu. Et c'est la rencontre, je reviens par un essai d'imitation des Grecs et de composition circulaire, de ring composition, au temps. C'est la rencontre du temps humain et de l'éternité divine. C'est le lieu où, on l'a vu, les générations qui se succèdent ont un point d'appui privilégié pour se tourner vers le divin, ou peut s'ancrer dans la réalité sensible pour aller vers Dieu, une réflexion que le Dieu inspire, guide, dans laquelle il est présent d'une certaine manière à chaque pas. Et vous voyez, avec cette tonalité, il est vrai particulièrement fervente, peut-être particulièrement émouvante, si l'on pense que ce qu'incline à penser, pour le coup, la renaissance des bâtiments. Plutarque est à ce moment-là au déclin de son âge et voit renaître Delphes et voit renaître les espoirs en Delphes. Delphes, sous son calame, prend les allures d'un lieu inspiré. Je vous remercie de votre attention.